Commençons comme d'habitude par les US. Je pense que vous l'avez vu. Comme d'hab, on enchaîne les ATH avec notamment du coup le gros événement qu'il y a eu du coup hier soir avec la publication des chiffres de Nvidia. Donc tout le marché était vraiment avait vraiment il y a eu une prise de profit un peu justement notamment pour aller regarder après tout ce qui est Nvidia, il y avait une prise de profit la veille des publications parce que les gens ne savaient pas parce on avait des énormes attentes pour Nvidia. Donc forcément, il y a une prise du profit assez forte qui s'est faite notamment sur toute la partie IA parce que les gens n'ont pas envie, ils ont déjà potentiellement performé de grosses performances. Donc il y a toujours des TP qui se font, notamment juste avant des gros clusters d'événements comme Learning. Et effectivement, tout le monde était accroché devant son siège. Qu'est-ce qui allait se passer? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qui s'est passé. C'est qu'on a explosé complètement les attentes de Nvidia, qu'ils avaient des attentes justement d'un bénéfice par action de 4,59, que vous voyez, et on est allé à 5,6. Donc c'est extrêmement élevé. Je pense qu'on peut le voir notamment ici, qui à chaque fois en fait on a déjà une croissance de fou, parce que là on se rappelle Q3, Q4 2022, on est à 6 milliards par quarter. Q4 2024, on est à 22. On a déjà fait x4 sur les earnings de la boîte entre Q4 2022 et Q4 2023, qui est forcément phénoménal. Donc je sais qu'il y a beaucoup sur Twitter, etc., ils callent Nvidia une bulle. Et je ne veux pas dire que Nvidia est totalement un stock rationnel. Sauf que quand on regarde Nvidia, je ne sais pas s'il y avait aussi forward earnings, c'est bien ça. On rajoute aussi le RSI pour ça, c'est un peu. PS ratio, on peut le retirer. Bien. Ok. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, il veut pas partir, lui. Non. Ok. Sauf qu'en fait, comme on peut le voir, là où Nvidia, typiquement, on peut dire 2024, on avait ce qu'on appelle le price to forward. C'est-à-dire que les résultats l'année prochaine, on regarde les résultats de l'année prochaine par rapport au market cap de l'action. Parce que c'est toujours comme ça, en fait. Ça sert à rien forcément de regarder juste ce qu'on regarde souvent, en fait, le price to earning. Donc, les earnings, les bénéfices que la boîte fait à l'heure actuelle par rapport à sa market cap, est-ce que c'est élevé ou pas? Alors, forcément, quand on regarde Nvidia d'un point de vue price to earning à l'heure actuelle, c'était extrêmement élevé en 2023. Donc on avait un forward à plus de, je sais pas, on était autour des 240. Pour autant, maintenant, quand on regarde Nvidia, et d'ailleurs, je pense que là, c'est faux, on va regarder après. En fait, c'est une boîte qu'on se considère comme un growth stock. Un growth stock, c'est une boîte qui va délivrer énormément, qui est censée en tout cas délivrer énormément de croissance. Donc, quand on regarde les métriques au jour d'aujourd'hui, on se dit, ok, Nvidia est extrêmement cher. Sauf que quand on regarde son potentiel de croissance, en fait, Nvidia n'est pas aussi cher qu'on le pense. Normalement, si on peut regarder sur Finviz, qui est un bon site aussi avec pas mal de data, euh, qui regroupe pas mal de choses, et il me semble que, hop, notamment on peut voir une petite map. Donc je recommande ceci aussi si vous souhaitez des infos sur des boîtes, etc. Il y a pas mal de data là-dessus. Mais typiquement, moi, ce qui est c'est forward PE ratio. Donc là, à l'heure actuelle, le PE ratio, donc la boîte, elle est valorisée à 100 fois ses bénéfices. Sauf qu'on regarde pour le next fiscal year, donc l'année prochaine, à l'heure actuelle, si Nvidia ne bouge pas, son forward est de 27. 27, extrêmement faible. Donc en fait, on est typiquement en train de dire que, ok, à l'heure actuelle, Nvidia, c'est cher par rapport aux bénéfices qu'elle fait à l'heure actuelle. Sauf que l'année prochaine, si elle fait ce que le marché pense qu'elle fera, la boîte, à l'heure actuelle, n'est absolument pas chère. 27, on va dire, c'est à peu près la moyenne du S&P 500. Il doit être autour de peut-être de 22-24. Donc en fait, typiquement, c'est pas ce qu'on considère littéralement dans une bulle. Une bulle, souvent, c'est forcément un peu ratio comme Nvidia extrêmement haut. Sauf que son forward PE est potentiellement plus faible quand même qu'à l'heure actuelle son PE, mais ses attentes ne sont pas potentiellement aussi fortes et surtout, elle n'arrive pas à délivrer ses attentes. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui, par exemple, souvent qui me casse une bulle. C'est quand un stock est censé être un gros stock, donc il grossit fortement, on a des attentes fortes sur ces actions-là, et pour autant, l'action, quand elle doit délivrer ses résultats, on voit que ses résultats en fait sont plutôt mauvais.
Et typiquement, Nvidia, qu'est-ce qui se passe? Bah, on a des grosses attentes sur Nvidia, et pour autant, ces attentes sont complètement dépassées. Là, on fait 10%, 20%. À chaque fois, on détruit, parce que quand même 20% au-dessus, 10% au-dessus, quand on a déjà des attentes monstrueuses pour ces stocks-là, ça montre réellement en fait la capacité de la boîte à battre toutes les estimations qu'elle peut avoir. Donc pour moi, je ne considère même pas Nvidia comme une bulle, juste parce qu'en fait, typiquement, quand on regarde aux revenus futurs qu'elle fera, elle n'est pas extrêmement chère. Pour autant, si demain le prochain quarter est complètement mauvais, c'est totalement normal qu'elle serait extrêmement vendue par Wall Street. Typiquement, ce que je vous explique, que ce soit Nvidia ou typiquement Lilly. Forcément, quand on voit ces courbes comme ça, on se dit ok, c'est une bulle, c'est absolument pas de sens. Je paye 130 fois ses bénéfices. Pour autant, Lilly, on peut faire la même chose. Je pense que Lilly serait un peu plus cher quand même, parce qu'elle n'a pas autant de croissance. Voilà. Elle a un forward de 42. Donc typiquement, c'est des boîtes à l'heure actuelle qui valent cher sur le papier, mais quand on compare au résultat de l'année prochaine, elle n'est pas chère. Donc à voir après d'ailleurs si elle délivre ce que le marché attend. Et typiquement, on peut le voir aussi avec Lilly, c'était tout à fait le cas. C'était pareil que Nvidia, peut-être un peu moins sur les surprises et earnings, mais je m'attends que cette boîte-là continue d'accélérer aussi et qu'elle surprend plus d'un analyste avec justement leurs nouveaux produits, ça, etc. Bon, on va se focus, on va rester sur Nvidia et IA. On pourra repasser un peu la partie GLP après derrière. Et voilà. Donc derrière, forcément, dès que Nvidia fait un extra bon résultat, les projections futures sont extrêmement positives. Qu'est-ce qui se passe? Le stock, on obtient des gaps comme ça monstrueux à faire plus 17% dans la journée. Ça me surprend même pas en fait. Mais c'est extrêmement impressionnant qu'on voit ça justement dans notre. Je pense qu'il y a presque aucune boîte qui a eu un tel niveau de croissance qui est soutenu. Comme je le répète, Nvidia, il y a encore, si on va là, earning. En Q4 2022, elle fait 0,81 de earning et là, elle fait 5. Donc, elle fait 5 fois, 6 fois ses earnings qu'elle faisait il y a un an. Donc, il y a très peu de compagnies, je pense que j'ai même pas de compagnies en tête qui ont fait une croissance aussi folle, qui montre en fait réellement que, Nvidia a un monopole total sur la narrative, l'intelligence artificielle, qui est à débattre ou pas. Pour l'instant, il n'y a pas forcément. On parle énormément d'intelligence artificielle, mais du côté customer, on n'en a pas forcément. On n'en a pas forcément. On ne voit pas forcément les bénéfices. Un des bénéfices à la limite qu'on peut voir, qui justement montre la possibilité, le potentiel de cette trend-là, c'est typiquement chez GPT. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, à mon boulot, etc., c'est un outil extrêmement puissant. Et je me dis que c'est sorti à peine à début de l'année. J'imagine pas ce qu'on sera capable de faire dans justement plusieurs années. Donc ça, le marché l'a compris, comme on en avait discuté avec justement les trends futurs, les méga trends futurs de l'intelligence artificielle. Et forcément, Nvidia, elle est au cœur de celle-ci et elle a totalement le monopole, non pas des softwares IA, mais de la puissance justement de puissance de calcul qui est requise, qui est totalement requise justement pour faire marcher l'IA. Donc justement, tout ce qui va être remplacé le data center avec les nouvelles puces du moment, ça va coûter une fortune au monde entier, aux boîtes du monde entier. Et c'est totalement nécessaire parce que tout le monde veut scale. On a de plus en plus de data dans le monde et forcément, quand on voit les potentiels de ce que peut rapporter en termes de revenus l'intelligence artificielle, tout le monde a envie d'y être. Donc c'est sûr qu'il y aura des boîtes qui FOMO, qui vont monter en action, qui sont complètement bullshit en termes d'IA et qui vont gagner énormément de market cap, alors que leur produit ne va potentiellement, soit pas marcher, soit le côté IA est complètement bullshit. Et ces compagnies-là, à terme, vont baisser en bourse, et violemment. Mais pour autant, Nvidia, c'est pas juste de la poudre aux yeux. Quand on voit les bénéfices qu'elles font, les marges qu'elles font, c'est complètement monstrueux. Donc voilà, un peu cette parenthèse de est-ce une bulle ou pas? Mais justement, ça montre réellement quand même que la narrative intelligence artificielle, c'est pas que du vent. Derrière, les entreprises dépensent des fortunes, en tout cas, pour investir là-dedans. Maintenant, il faudra voir, nous, du côté customer, qu'est-ce que ça pourra nous apporter. Comme je dis, pour l'instant, il n'y a eu que, peut-être, vous pouvez me citer potentiellement d'autres exemples, mais une vraie capacité d'intelligence artificielle qui nous a permis,
en tout cas du côté customer, à avoir justement le potentiel, pour moi, il y a vraiment eu que ChatGPT. Hein. Et quand je l'ai découvert, c'était vraiment un peu la grande découverte, justement. C'était un peu, je n'allais pas dire j'étais. La naissance d'Internet était comparable, vu que je n'étais pas forcément né au moment où Internet est sorti. Mais vous voyez un peu le rapprochement, quoi. Et en sens où c'était complètement quelque chose qui nous était, qui était, on va dire, que abstrait, de pouvoir taper quelque chose de je veux ça, ça et ça dans une machine et elle est capable de t'expliquer absolument tout sans avoir besoin de faire une recherche Google, etc. Même si on peut débattre si c'est vraiment de l'intelligence artificielle, en mode elle ne réfléchit pas par elle-même, c'est juste un agrégat de données, à la fin, on s'en fout en soi, c'est pas le réel ou pas. Moi, c'est surtout la réduction des coûts dans ton côté entreprise, mais service client. Oui, voilà, potentiel. Totalement. Mais à l'heure actuelle, pour moi, l'intelligence artificielle se cantonne extrêmement, enfin, pour moi, presque totalement, du côté business to business. Hein. On va pas se mentir. Mais justement, plus celle-ci, plus la technologie avancera, plus on aura plus de calculs, plus on aura des possibilités, je pense, du côté customer, à justement pouvoir sortir des vrais outils pour améliorer notre quotidien, pour améliorer notre productivité, comme ChatGPT peut le faire aussi, le fait. Potentiellement pour ma productivité, elle m'a amélioré justement dans mon secteur. Voilà un peu ce qui a vraiment drivé, je pense que vous en doutez, le marché ces derniers jours de avec ça fait bon. Hein. On fait une journée à 1,60 juste après ça. Quand on regarde les weekly, on va sûrement clôturer tout là-haut. Parce que forcément, quand Nvidia, l'étendard de l'intelligence artificielle, montre de très bons résultats, on peut s'attendre que toutes les sociétés autour de l'IA risquent de sortir aussi potentiellement des bons résultats. Donc on peut le voir par exemple un exemple comme un autre. Hein. J'ai discuté un petit peu au début. SMCI, qui pareil, eux ils sortent des racks pour les data centers. Donc typiquement un stock qui est extrêmement aimé pour l'instant des investisseurs en ce moment. Parce qu'il est parti de rien. Hein. C'est un des plus gros stocks qui a gagné le plus, je pense. Il était à 20, à 30 balles, on va dire, en novembre 2021. On a plus de 900 ici. Et pourquoi? Parce que juste, il y a eu énormément de croissance et en plus, il a eu un re-rating, hein, que j'explique à chaque fois. C'est ça qui fait vraiment gagner énormément, qui fait des multiples sur les marchés financiers. C'est quand un stock, le marché le paye 8 fois ses bénéfices. Et en fait, il se rend compte que en fait, ça vaut absolument pas 8 fois ses bénéfices. Ça vaut 50, 60, voire 70. Et là, vous avez en fait un tronche. On dirait, je vous mettrai pas à la charte. On croirait le BTC à une certaine année ou un altcoin ou autre. Hein. Donc, ça peut être extrêmement violent aussi de ce côté-là. D'ailleurs, ça m'intéresse, SMCI. Hop, SMCI. Forward 33. Donc forcément, c'est des stocks qui sont extrêmement chers à l'heure actuelle. Mais comme d'habitude, s'ils suivent les projections de croissance et ils délivrent, ce sont des stocks qui ne sont pas essentiellement ultra chers. Mais c'est juste un stock qui était complètement oublié de Wall Street et qui n'avait des espérances totalement en dessous. Jusqu'à ce que les gens découvrent que voilà, partenariat Nvidia, etc. fait que les gens se sont mis à FOMO dedans, un re-rating, et la boîte a extrêmement bien délivré aussi côté finance. Quoi. Hop. Voilà un peu pour cette parenthèse-là. Sinon, à part ça, on va dire le dollar se maintient toujours. Hein. Comme on a dit, le dollar, tant qu'il n'y a pas de vrai signe de récession, il y a très peu de chances qu'il passe tous les 70. Que ce soit avec les monopoles de tout ce qui est des producteurs de pétrole qui réduisent la production de pétrole dès que le prix du pétrole chute un peu trop vite. Donc en soi, tant que l'économie tourne, celui-ci risque de tourner autour, en tout cas au-dessus des 70. Mais c'est un actif qu'on n'a pas envie qu'il se mette à monter trop rapidement. Parce que ce qui dit deuxième shoot haussier, dit deuxième vague d'inflation, dit remontée des taux, ou en tout cas les taux qui ne vont pas être baissés. Donc forcément, ça, ce que les marchés n'aiment absolument pas. Parce que les taux, on va dire typiquement les taux 20 ans, qui sont passés de 5,4 à 4,5. Si on a une nouvelle vague d'inflation due au pétrole, ça va être un retour à 5, 5,20. Typiquement, ça va forcément faire mal du côté des marchés financiers. Hein. Enfin, en tout cas, du côté action. Donc, c'est quelque chose aussi à surveiller. Le pétrole, on n'a pas envie qu'il passe tous les 70 parce qu'on se dirait qu'il y a anguille sous roche, mais on n'a pas trop envie non plus qu'il monte autour des 100, 110. Parce que réinflation, et là, ça peut impacter assez fortement
les actions. Donc voilà de ce côté-là. Ah, tiens, typiquement, il y avait un exemple. Voilà, un exemple d'une action qui était extrêmement bien montée. Donc moi, je l'avais en portefeuille, enfin, je l'ai encore en portefeuille, qui était justement, qui aide, c'est une action à BLFB, ils font tout ce qui est alimentation dans les data centers, etc. Donc on voit qu'elle a eu un re-rating aussi, hein. On est passé de payer 12 pour l'action à plus de 70. Mais elle, à la différence de Nvidia, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils avaient une croissance de ses espérances de gain. Elle a été totalement déçue parce qu'elle a raté ses earnings. Et qu'est-ce qui se passe? Typiquement, quand tu rates ce que le marché price, ça peut être extrêmement violent. Si le marché a des grosses attentes et tu déçois, bah, faut pas te plaindre que dans une journée, tu fais moins 25%. Donc ça, c'est un exemple forcément d'une action qui a raté, qui a raté ses earnings. Ça veut pas dire non plus qu'il faut la mettre à la poubelle, mais c'est quelque chose où, en tout cas, faut être potentiellement remettre en cause la taille des positions ou autre. Parce que si celle-ci déçoit, le marché va la mettre de côté tant que ses earnings vont pas tant que ses prochains earnings montrent que en fait c'était peut-être one time fail, mais que d'ailleurs aura la croissance que Wall Street aurait souhaité qu'elle ait. Donc ça c'est pareil. Euh, donc c'est forcément une action qui m'a forcément plu quand j'ai ouvert mes charts, je fais oh ça a bugué et que j'ai vu le moins 25 et après j'ai creusé un peu ses résultats. Forcément je comprends totalement la réaction de Wall Street. CSIK qui eux font tout ce qui est intranet dans les data centers, donc ça va être tout ce qui est VP. Donc c'est les boîtiers où tu as entre guillemets toutes les prises Ethernet qui se relient pour centraliser tout ce qui est cable management. Et forcément, bah, les très bons résultats de Nvidia font qu'en tout cas, elle est totalement aussi, bah, forcément, vu qu'on sait qu'il y aura un investissement, grâce à Nvidia, il y a un investissement massif, grâce aux résultats de Nvidia, on sait qu'il y a un investissement assez massif dans tout ce qui est GPU data center. Bah, tout ce qui est autour des GPU data center, le marché se dit, ok, si ça imprime, les autres vont potentiellement, parce que plus il y a de GPU, plus il y a potentiellement besoin de câbles Ethernet, potentiellement de rack pour les serveurs, potentiellement plus d'alimentation. Bah pour le coup, oui, mais en tout cas, ça n'a pas été le cas quand on voit BLB. Potentiellement, un compétiteur a récupéré cette part. Ça c'est une chose à voir aussi en amont après. Mais forcément, il y a tout un côté FOMO. Du côté intelligence artificielle dans ce secteur-là, data center, qui fait qu'à la fin, bah, le Nasdaq tape un 3%. Hein. Ah, donc on voit bien la bougie 3 jours, belle mèche en bas et hop, on ravale absolument tout. Et on va aller clôturer une super bougie verte pour encore, je sais pas, ça fait 15 sessions, on n'a que 2 bougies rouges. Hein. On va avoir une 16 ou 17e session avec 15 bougies vertes parce que les chiffres sont là, la croissance est là pour les boîtes et elle ne déçoit pas. Euh, Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou d'autres actions qu'on peut débattre. Ah, mais je crois que côté US, c'est à peu près tout. Ou alors je peux rentrer vraiment, on peut aller regarder un peu dig un peu plus les chiffres de Nvidia. Mais sinon, pour moi, c'est à peu près ce que je voulais dire. Hein. Mais typiquement, voilà, Meta, pareil, hein, qui est maintenant un stock qui est considéré comme avec beaucoup de potentiel en intelligence artificielle, continue de monter fortement. Et typiquement, on se dit, putain, regardez la charte, on dirait une bulle, etc. Encore maintenant, on paye 30 fois ses bénéfices et quand on regarde les bénéfices potentiels de Meta l'année prochaine, à l'heure actuelle, on paye 21. Donc 21 pour obtenir Meta qui est la plus grosse plateforme de réseaux sociaux et avec énormément de data. C'est rien quoi. Mais bien sûr, bah, c'est pas en soi, c'est plutôt à l'époque qu'il aurait fallu l'acheter. Quand elle se vendait pour 1, on a quand même chuté à 8 de PE ratio juste parce que Zuckerberg avait un peu trop investi dans le métaverse et tout le monde pensait que la boîte allait faire faillite quoi. C'était vraiment, ça montre vraiment qu'en fait, toute une question de narrative aussi, les marchés financiers. Hein. Un jour ça va très bien, les gens achètent et ça remonte très fortement. Un jour on déçoit les investisseurs commencent à douter. Vlan, ça vend massivement le stock et tout le monde perd confiance. Il n'y a rien de mieux que le prix pour changer la vie des gens. Hein. Vous le verrez, vous êtes même, je suis le premier à le ressentir moi-même et je pense que ça peut être le cas pour vous. Plus un stock monte, plus vous êtes bullish dedans, et plus un stock chute, plus vous êtes bearish dedans. Sauf qu'en soi, c'est pas exactement comme ça qu'il faut voir la chose. Hein. Il y a une valeur intrinsèque qu'on se pend dans la tête au stock,
Après, c'est celui-ci, forcément, bah, quand on regarde ses résultats, fondamentalement, en fait, non, il fait absolument pas ce qu'on pensait. C'est une autre, on va dire, c'est une autre question à remettre en cause. Mais si l'action montre de très bons résultats et que l'action chute, ça veut pas non plus dire, ok, une action c'est de la merde, faut que je la vende. Alors, après, ça dépend toujours de comment vous investissez. Si c'est d'un point de vue purement journalier, trading ou fondamental, ça forcément, je pense que c'est pareil quand on pense aux crypto, à certains, tout ce qui est AVAX, etc. Il y en a qui y croient énormément, donc ils achètent à 70, ils achètent à 10, et ils se cantonnent à leur vision. Et le seul truc à la fin qui pourront leur faire défaut, c'est que leur vision était fausse. Mais ça, je veux dire, si on si on n'essaye pas d'avoir une vision et de croire dans quelque chose, forcément, c'est compliqué de se mettre à risquer de l'argent et de faire du pognon. Donc voilà, voilà. Microsoft, bah pareil, ils ont a pris 2%. Je penserais que Microsoft aurait rebondi un peu plus. Après, Microsoft maintenant, je pense que ça reste, c'est le stock le plus cher au monde, hein. En tout cas, en market cap, c'est la plus grosse boîte au monde, hein. C'est plus Apple maintenant. Donc ça reste quand même un paquebot, quoi. Pour autant, je veux dire, c'est un des stocks qui a le mieux rebondi depuis justement une des GAFA qui a plus rebondi depuis novembre 2022. Euh, donc voilà, voilà. Pour le côté US, tu souhaitais dire quelque chose, Aventis? Il y a eu des mutes. Good. Alright, on se fait un petit aparté Chine et après on se repasse pour le plus gros morceau. Peut-être pas non plus le plus gros morceau, parce qu'on va pas se avouer que ça reste quand même un des plus gros morceaux qu'on a eu avec Nvidia. Un avis sur Boeing. Ah bah Boeing, c'est typiquement aussi un stock qui a eu un peu tout ce qui est narrative. Le narrative, forcément, vous avez dû le voir avec les infos, avec les Boeing qui arrêtaient pas de fail. Donc que ce soit la porte qui saute en plein air, encore récemment, une vitre qui explose, enfin la vitre du cockpit qui explose. Beaucoup de problèmes sur la boîte. Le problème, c'est que maintenant qu'on a instauré une narrative vraiment baissée sur la boîte, la seule chance que cette boîte-là remonte, en tout cas à court terme, c'est qu'elle publie d'extrêmement bons résultats. Donc pour autant, le catalyseur, ce sera donc les earnings. Donc les earnings, il va falloir attendre un petit moment. Et sinon, on risque du coup toujours avoir justement ce poids, la narrative qui pousse Boeing plus du côté baissier. Là où on pense en concurrent Airbus, lui c'est totalement l'inverse. Là quand Boeing justement rate complètement, bah, quand on a un duopole comme Airbus et Boeing, tous les malheurs de Boeing, c'est un bonheur pour Airbus. D'où le fait qu'on avait instauré, du coup, maintenant il y a plusieurs semaines, depuis l'accident, un des shorts, hein, long Airbus, short Boeing, qui pour l'instant nous a rapporté, en tout cas que moi, que je suis à 7%. Je suis en train de voir, est-ce que justement je ne veux pas TP la moitié et garder le reste. Ça peut être une bonne chose. Et je n'ai pas trop envie de TP trop rapidement, donc c'est quelque chose qu'il va falloir que je réfléchisse. Mais ce sera seulement TP. Typiquement, le trade, comment je le verrai, c'est typiquement TP la moitié ou au moins 33% et garder le reste avec un stop où la narrative a complètement changé. Donc la narrative Boeing Airbus a complètement changé à partir du moment où la porte a pété en plein air, hein, la news de la porte qui a pété en plein air. Donc c'était typiquement autour du début janvier, hein, 8-9 janvier. Donc en fait, à partir de là, pour moi, le prix ne devrait pas revoir ce niveau-là tant que cette narrative est présente. Donc à partir de ce moment-là, mon stop se mettra là. Donc maintenant, c'est wait and watch de ce que va faire le marché. Mais pour moi, voilà, on reste voué quand même pendant les prochaines semaines à continuer d'avoir un grind assez haussier de ce côté-là. Je pense que les vrais catalyseurs maintenant, c'est soit Boeing a encore des failures, hein. Ça c'est totalement possible. En tout cas, je le souhaite pas non plus, hein, parce que forcément, ça peut coûter de la vie humaine. Et moi-même, utilisant des fois des Boeing, j'ai pas envie de découvrir qu'en fait, absolument 80% des Boeing ne devraient pas voler. Donc, il n'y a personne envie de ça. Mais donc, en attendant, les catalyseurs, ça peut être justement Airbus et Boeing des problèmes techniques, ou alors ça va être les earnings. Donc, ça sera quelque chose à regarder. Ce sera dans un petit moment, hein, parce que Airbus, pareil, hein, ils ont publié forcément il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, ils ont publié même la semaine dernière. Pour autant, et donc le résultat ont l'air pas trop dégueu, hein, même très bon. Donc on peut s'attendre justement à voir cette dynamique rester haussière.
Bah, ça répond un peu à tes questions du côté Boeing. Mais en tout cas, c'est un peu comme ça que je l'envisage. Hein. Comme je dis, souvent les boîtes, il y a des gros shifts avec des catalyseurs. Et quand un catalyseur est passé, souvent, si la narrative est vraiment mauvaise, il y a que deux choses qui peuvent vraiment la changer. C'est soit les investisseurs voient les earnings de la boîte et dans ces cas-là, ils se disent ok, la boîte est passée pourrie, on va repricer, on va l'acheter massivement pour qu'elle soit de nouveau au bon prix. Et la deuxième chose, c'est que la narrative shift complètement. Donc soit celle-ci, elle peut se faire que si en soi, je veux dire, si les Boeing, il n'y a pas de problème pendant un mois, ça va pas changer la narrative. C'est pas parce que Boeing fait son travail sur un mois que la narrative va changer. Donc pour moi, en fait, là, il y a vraiment le seul catalyseur vraiment possible qui pourrait reshift cette dynamique-là, c'est des problèmes du côté Airbus. Je suis surpris que les 200 tiennent. On est sur les 200 Boeing. Ouais, après le problème c'est ça, il y a un gros catalyseur, le marché te dit que 200, pas dire c'est le bottom de narrative, mais en tout cas je pense que tout ce qui est à 200, au-dessus de 270, ils vont avoir du mal à vraiment passer au-dessus avant qu'il y ait, comme je dis, un catalyseur. Pour autant, ça ne veut pas dire que l'action va continuer à grind, à faire la machine à laver du côté baissier. Hein. Ça peut vraiment ranger sur ce côté-là. J'aurais pensé qu'effectivement on aurait pu continuer à grind vers le bas, mais on voit que l'action justement elle reste quand même assez stoïque au 200. Donc je pense que voilà, le bon play c'était vraiment de long Boeing, pardon, short Boeing, long Airbus et juste watch. Hein. Maintenant, c'est plus maintenant qu'il faut pile in, hein, c'est beaucoup trop tard. Ou alors vous avez un stop de 17%, quoi. Donc ça peut être une autre chose, c'est une autre gestion du risque, quoi. Typiquement, ça veut dire que forcément la taille de votre position sera beaucoup plus minime. Donc voilà un peu pour Boeing. Euh, Pas de souci. Je suis dans le mauvais. Hop, on retourne ici. Vite fait la Chine. La Chine, il y a eu quelques bonnes news. Hein. Enfin, quelques bonnes news. Il y a eu des actions. Il continue d'avoir des actions du côté de la Chine avec justement la Chine qui empêche tout ce qui est institutional investor à vendre massivement leur stock parce que il part du principe que maintenant c'est plus le moment de short, en tout cas à court terme, de façon violente le marché. Parce que typiquement, quand on short un marché, on peut appliquer une certaine pression baissière. Parce que la narrative est baissière, on continue de short, donc en soi, il y a un grind down qui se fait, hein, comme on peut le voir justement sur le HSI. On fait une machine à laver baissière. Et ce qui peut vraiment shifter la chose, par contre, c'est le changement de narrative. Et typiquement, le catalyseur qui fait changer la narrative. Donc, pour l'instant, on n'en a pas vraiment eu. Donc, on a encore cette machine à laver qui reste, on va dire, présente. Pour autant, quand on regarde en weekly, je vais surveiller en weekly la clôture, mais je trouve déjà intéressant qu'on récupère un des premiers niveaux qu'on n'arrivait pas à récupérer. Hein, comme on peut le voir, chaque fois on est rejeté. On n'arrive pas à chaque fois à casser un niveau. Pour autant, là, on a vraiment eu un pic de vente ici. On arrive potentiellement à le récupérer le niveau. Donc, ce sera une clôture weekly importante pour moi, pour me dire que, ok, potentiellement, la Chine a bottom. Après, voilà, je veux dire, ça fait longtemps qu'on dit, je dis pas non plus toutes les semaines que la Chine a bottom, je dis qu'en tout cas, on ne devrait pas être loin du bottom. Pour autant, c'est la Chine, hein. Tout est possible. Mais j'attends, il faudra attendre les clôtures weekly. Mais je me dis que c'est au vu que les marchés financiers montrent un certain type de force, une certaine envie justement en prenant ce reclaim là, que je me dis que c'est un bon signal d'entrée. Donc potentiellement pour les gens qui n'ont pas forcément d'action chinoise. Donc après c'est toujours pareil, c'est pas à flou de levier qu'il faut y aller les deux pieds dans le plat. Il faut savoir que, je pense que on ne doit pas être loin du bottom, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas encore faire moins 20, moins 25. Hein. Donc voilà, je pense que ça reste quand même, vu le risque rendement reste extrêmement bon, notamment sur des grosses boîtes comme Baba, Tencent ou JD. Pour autant, voilà, faudra de la patience. Pour l'instant, j'attends encore sur Baba. Baba et JD n'ont pas encore récupéré, eux, on va dire, leur support intermédiaire. Sur la Chine, on le voit, hein, on a récupéré ce niveau-là. Pour autant, sur JD et Baba, on n'y est pas encore. Mais pour moi, ça reste des très bonnes boîtes. Malgré le bear market, ils font de très bons résultats. Et c'est d'ailleurs pour ça que, quand on regarde
price to earning qu'on regardait sur des boîtes américaines qui étaient à plus de 40, eux ils sont à peine à 10. Donc en soi le marché reste une croissance très faible, mais si l'économie chinoise remonte, on pourra s'attendre justement qu'un rattrapage, un re-rating de ces boîtes-là. Du côté haussier, bien sûr, parce qu'on aura du mal à faire plus baissier que ça. Mais voilà, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut faire des stops à 5%, mettre full levier, quoi. Ça peut prendre du temps, donc c'est toujours du capital à bloquer pendant un certain temps. Mais je trouve quand même que le setup reste extrêmement intéressant. Donc voilà à peu près pour Baba, pour la Chine. Je vais pouvoir passer côté crypto. À moins que vous avez d'autres questions, hein, n'hésitez pas, je relis. Je prends un coup d'eau en attendant. Crypto. Donc, crypto, j'attends un peu quand mon VPR finisse. Hop, on n'a pas besoin du price to earning sur les cryptos, malheureusement. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser. Vu que 99,9% des cryptos ne font pas de earning. Alright. Donc, typiquement, voilà. On est sur le total 2. Donc, sur le total 2, on est justement sur le range. Je peux virer un peu ces zones-là pour l'instant. On va se focus sur les niveaux haussiers. On le voit hein, typiquement sur le volume. On est sur deux endroits. Hein. Donc on a eu le bottom ici. Ah oui, je l'ai changé un peu. On a trois niveaux de volume. Donc pour moi, une des grosses targets justement que moi je m'attends, c'est les 2,10 trillions. 2,1 trillions. Avec justement ce dernier bloc de volume, un des derniers. Hein. Le prochain serait 2,64. Pour autant, on est sur un niveau intermédiaire à l'heure actuelle. Avec justement, il y a quand même un bon volume qui a eu 1,9 trillion. Donc c'est une zone qui va en fait nous temporiser pour un petit moment. Typiquement, quand on voit ETH BTC, USD, bah, c'est un milieu de range aussi, un de nos anciens milieux de range. Donc c'est normal en fait qu'on prenne un peu de temps. Hein. Donc après, on peut aller en plus court terme, etc. Hein, donc c'est toujours pareil. Pour autant, on a extrêmement bien cassé ces zones-là. Donc en soi, je ne me fais pas de soucis quant à la direction que le marché prendra. On pourra avoir à court terme potentiellement des pullbacks, hein, un petit pullback à 2007, même pourquoi pas à 2005, même si je suis pas fan d'aller retester après un pump pareil, une zone alors qu'on a break, hein, typiquement. Et voilà, avec l'idée toujours, dans les prochaines semaines, mois, d'aller taper les 3500, qui correspond au niveau des 2,2 trillions à peu près, qui sera forcément un niveau majeur dans la prochaine étape justement d'aller chercher les ATH. Typiquement, quand on regarde, ça c'est quelque chose que je voulais regarder aussi, un peu les extensions Fibo. La 200, voilà, 261 à 2004. Bon, pour l'instant, on n'y est absolument pas. Mais je voulais voir où était à peu près. Les 161, on a vu, on a réagi un peu sur les 161. Ah, si je les mets bien. Je l'ai bien mis. On avait réagi à l'heure actuelle à plusieurs semaines, début juin, sur les 161. Pour autant, d'ailleurs, on l'a rejeté. Hein, c'était à l'époque des ETF. D'ailleurs, on a imprimé des super belles bougies. Après, sur les catalyseurs, on pourra parler, bah, comme d'hab, hein, les succès des ETF qui montrent encore et encore que la demande est là. Donc ça, forcément, ça reste extrêmement positif pour le marché. Et ça nous fait une pression acheteuse tout le temps présente. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de résistance et qu'on a juste à tout droit aux ATH. On peut clairement avoir des endroits où on va forcément créer des pullbacks plus ou moins forts, notamment sur les altcoins. Hein. Comme je pense que pour l'instant, la dominance reste extrêmement haute. On instaure pour l'instant un petit range qu'on a entre les 54 et 51. Et je vois typiquement, je verrais bien ce range-là continuer à se maintenir, hein, voire même taper les 58 si le BTC était vraiment pris une folie haussière. Parce que typiquement, je pense que pour ceux qui ont vécu plusieurs cycles, on a toujours eu, et même en soi dans les marchés financiers traditionnels, hein,
les grosses boîtes ont toujours lead le marché. Ils récupèrent toujours la liquidité en premier et après la distribuent à toutes les compagnies autour. Bah, les cryptos, c'est vraiment la cristallisation de ça, avec justement l'unique crypto, le BTC, qui justement centralise absolument toutes les liquidités pour monter, pour bah, forcément dans une tendance haussière, dans une vraie tendance haussière, et qui plus tard, une fois qu'il arrive sur résistance, la distribue. Donc à l'heure actuelle, pour moi, on est sur un niveau de résistance, on avait évalué un retour des 53 000. Qu'est-ce qui se passe? En ce moment, on souffle un peu du côté BTC, et typiquement, ce souffle bah, fait que la dominance chute. Si d'ailleurs le BTC décide de réaccélérer et d'aller taper les 57K, il n'y aurait aucun souci à pouvoir justement avoir une dominance qui, en tout cas potentiellement à court terme, continue de monter. Parce que bah, c'est comme ça que le marché montre qu'on est en bonne santé, c'est que la dominance continue de monter avec le BTC. Donc je sais que les gens qui sont gavés d'alt, qui moi maintenant à l'heure actuelle je commence à avoir pas mal d'alt, c'est pas forcément quelque chose qu'on adore, mais à long terme il n'y a rien de mieux parce que bah, là où le BTC, on aura une dominance qui chute fortement, et un BTC qui n'est pas extrêmement haut, ça me ferait plus penser justement un peu à un exit pump hein, qu'on a pu avoir au fil des années. Donc si par exemple je compare BTC.D, je vais mettre la dominance sur le chart. Hop. Voilà, typiquement ici, quand on regarde ici, le pump qu'on a eu ici, hein, on a eu un pump du total avec. Enfin, non, il faudrait plus que je mette le BTC plutôt, au lieu de mettre le total. Pas mieux. Voilà, on a eu une période où la dominance a chuté fortement avec un rebond du BTC. Donc, un premier potentiel rebond du BTC. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a absolument tout vomi. Donc, on a vraiment eu un exit liquidité sur les alts qui a conclu justement à cette divergence-là. Normalement, voilà, quand vous le voyez et quand on zoome bien, quand un BTC monte, on a cette hop, un peu un CTRL Z de trop. Je remets le BTC. Hop. Quand on a une vraie tendance haussière, le BTC monte totalement avec. Donc à l'instant, c'est tout à fait du coup normal que bah, ETH BTC tire un peu la tronche. Encore pire, on va dire, les autres, elles ont tous, à mon avis, une tendance assez baissière du côté VS BTC. Même VSC sur ETH, hein, c'est toujours pour ça que j'ai toujours prêché ton investisseur sur les cryptos, c'est que se mettre surtout BTC ETH, parce que en soi, sur le long terme, c'est elle qui montre la plus forte résilience et bah, souvent la plus forte hausse, parce que vous avez aussi une grande chance que votre altcoin que vous avez acheté soit le mauvais. Donc voilà, donc toujours à monitorer justement cette dominance. À l'heure actuelle, on peut toujours avoir, ce que je surveille aussi beaucoup, c'est qu'on certes on a une, on va dire, on a une ligne, trendline qui est justement de machine à laver qui pousse la ETH BTC vers la baisse. Pour autant, on arrive à retourner dessus, potentiellement la break. Mais le vrai niveau qui moi va m'intéresser, c'est surtout les niveaux des 0,06. Donc c'est un niveau qu'on a rejeté avec après les ETF. Donc moi j'aimerais surtout voir ce niveau-là repasser au-dessus et se dire que ok, on a fait une première vague, deuxième vague, on arrive à passer au-dessus, qu'on a potentiellement un bottom ici, parce qu'on aura des plus bas plus hauts, donc ce qui montre une vraie tendance. Pour autant, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Donc il faudra voir justement les prochaines mesures weekly. Est-ce qu'on arrive à passer au-dessus des 0,06? C'est quelque chose que je monitor aussi énormément parce que forcément, si le TH montre une vraie dynamique haussière, on peut se dire que dans les prochaines semaines, là où le TH va se calmer un peu, bah, c'est typiquement les autres altcoins qui vont en profiter. Donc je pense aux altcoins de l'écosystème ETH, donc comme Arbitrum, ENS, etc. Mais il y en a plein d'autres, hein. Je pense que chacun, vous avez vos altcoins. On pense à Solana, on peut penser à Pax, etc. Donc toujours pareil avec la thématique, leader reste leader. Et pour l'instant, les leaders de ce cycle-là avaient créé une charte justement qui montrait ça. Tac, on va se mettre au dernier point bas, donc on va dire le 23 janvier. Pour l'instant, les leaders restent 23 janvier. Juste voir le 23 janvier. Si on va se mettre sur le 23, ouais. Tac. Pour l'instant, les leaders, on a forcément les Suisses, Sei, etc. J'ai pas tous, et je crois qu'il me manque aussi Tia. Je vais rajouter Tia aussi, parce que simple, c'était un gros performeur. Mais je pense qu'on en a plein, hein.
Ok, peut-être qu'il avait beaucoup plus pump avant. Si je dézoome un peu plus. Si on revient au bottom du marché, septembre 2023, on voit TIA, etc. Et ça montre aussi les leaders, hein. Donc TIA, SAI, Sol, ING, Avax. On pourrait se dire justement, dans les prochains, si on a une dominance qui rechute, typiquement, c'est aussi eux qui vont en profiter le plus. Ou alors, vous êtes, on va dire, un peu les contrariens et se dire que ok, ce package d'altcoin qui a une performance nettement supérieure, on va dire, à ce package-là, il y aura un effet rattrapage. Ce qui est possible. Après, voilà, moi j'ai toujours préféré, comme les marchés financiers, toujours miser sur les leaders, toujours les leaders. Donc c'est un peu les marchés financiers qui me l'ont appris, le marché tradi qui me l'ont appris. Pour autant, à mon avis, il y aura des cryptos parmi ce lot-là qui sont capables justement d'avoir une accélération une forte accélération. Quand on regarde, on va dire, ceux qui sont à la traîne pour l'instant, en tout cas derrière le panier en bas des cryptos, c'est typiquement TIA en ce moment, forcément ça performe mal parce que lui il a une performance faible parce que forcément il a fait un run monstrueux bien avant. Donc on pourrait se dire que lui, il potentiellement pourrait faire un effet rattrapage. Mais ING pareil. Atom, lui, il a toujours été un des altcoins plus faibles, hein. Je veux dire, les chiffres le montrent, hein. Quand on regarde le 4 septembre, tac, euh, hop, 4 septembre, on a forcément Atom, SNX, ETH hein, qui est faible. Forcément, et Atom est vraiment, tu vois, là où le BTC en soi est, on va dire, le milieu de, on va dire, la référence. Donc, tout ce qui est autour du BTC en soi, ça va, il y a pire. Donc BTC, Batik, ETH, c'est fine. Et quand on regarde des cryptos comme, je sais pas pourquoi j'ai mis SNX, pour moi en tout cas SNX, je connais pas. Moi j'avais trompé, mais je m'étais trompé avec une autre. Je vais virer celle-ci. Hop. Et LTC, je pense que voilà, Bast, est bien. En LTC, Doge, Atom. Voilà, on va pas se mentir, c'est pas des cryptos qui font les meilleurs rendements. Donc on peut être de la team, ok, je continue d'allouer du capital. C'est un moment maintenant au Atom, parce qu'il y aura un effet rattrapage, on peut l'être. Pour l'instant, souvent, je pense que ceux qui ne sont pas les premiers à pump sont souvent en tout cas les derniers, mais les derniers du cycle. Donc encore, ça peut prendre des mois et des mois. Mais effectivement, il y aura potentiellement un effet rattrapage. Mais le fait d'avoir alloué pendant 100% du cycle vos cryptos aux alts les plus faibles, et c'est pour moi un peu pas déroutant, mais un peu dommage, forcément. Notamment quand on voit la sous-performance, enfin Atom ça fait 45%, même juste un BTC fait plus 100%. Donc ça montre réellement une faiblesse, celui-ci, hein. À plus court terme, voilà. Donc moi après, je le redis à chaque fois, hein, pour l'instant, moi mes poulains que j'ai pris, c'est toute la narrative ETH écosystème. Donc ça va être les Arbitrum, Matic, H forcément. Donc c'est ceux que moi je vais regarder le plus. Il n'y a absolument pas d'atome parce que comme je dis, comme je le cite, en soi je fais ce que je dis, hein. C'est que ça ne m'intéresse pas d'allouer du capital à du long terme pour essayer d'attraper un effet rattrapage performance par rapport aux autres. Pour moi, c'est tant que ça me le. Ou à la limite, quand je vois une accélération, je pourrais sauter dans le wagon, quoi. Parce que l'accélération est tellement rare qu'en soi, potentiellement, la première qu'on aura sera potentiellement la meilleure. Mais ça, j'aime pas non plus trop sauter FOMO, on va dire, sur un break-up pour des cryptos comme ça, ouais. Parce que ça fait aussi beaucoup de fake. Euh, donc voilà, pour moi, toujours miser sur les vainqueurs. Après, je vous avoue que Suisse, Stay, etc., je connais pas du tout. Juste faire gaffe, sur Arbitrum, il y a un gros unlock mi-mars. Ok. Non, mais c'est toujours bon à savoir. Faudrait que je vois, c'est vrai qu'effectivement, c'est énorme. À la fin, en soi, le marché, je vais pas se mentir que quand la narrative est implémentée, quand je regarde des cryptos, des actions comme ARM, ARM, qui a explosé aussi au marché financier, ARM, on dirait un altcoin qui venait de sortir. Pourquoi? Parce que quand il est sorti en IPO, il y avait la possibilité que sur les marchés, on pouvait trader que 1% des actions disponibles. Et peu à peu, justement, les actions vont être disponibles dans le fil du temps. Donc c'est exactement comme les cryptos. Je pense à Workcoin ou potentiellement Ethereum, où effectivement, les gens ne remarquent pas, mais il y a juste un float ce qu'on appelle un float, hein. Un float extrêmement faible, un nombre de un nombre de jetons extrêmement faible en circulation, alors que dans la totalité des cryptos possibles, enfin du supply possible, on n'est qu'à 1 ou 2%.
Mais en soi, en fait, le marché s'en tape, pas te mentir. Une raison de plus de faire monter, c'est que bah, justement, il n'y a que 1% du supply, donc on peut squeezer extrêmement fort la chose. Et typiquement, c'est ce qui est arrivé à ARM. C'est un exemple. Hop, je repasse vite fait sur les cryptos. Donc, ARM qui est, bon, c'est un stock, hein, mais c'est fondamentalement la même chose. On a un énorme squeeze up. Et c'est pas parce que la boîte va extrêmement bien, etc. Bon, c'est une boîte d'intelligence artificielle, donc forcément les marchés aiment bien. Mais c'est aussi parce qu'il n'y a que 1% du supply qui est en jeu. Il me semble qu'on peut le voir aussi sur FinFiz. ARM, c'est short air float, il y a 1,8. Je peux pas voir selon outstanding, c'est quoi. Ah, ils montrent pas les trucs. Ils montrent pas le total. Ah, c'est dommage, ils montrent pas le total. Le short. Ah, si, short, non, c'est le short. Mais c'est typiquement une boîte qui a pareil, qui a que 1% du supply d'action en jeu. Donc forcément, derrière, on peut squeeze extrêmement up, surtout quand il y a une narrative derrière. Donc forcément, par contre, derrière, on va dump de façon monstrueusement, que ce soit les boîtes, etc. Toutes les nouvelles actions qui vont rentrer en circulation vont être vendues, hein, parce que forcément, quand on a des multiples comme ça, on se met à vendre. Pour autant, comme je dis, toute la question de narrative, c'est en fait la narrative fait que les gens vont même pas réfléchir à ça, ils vont juste acheter pour jouer Layer 2. En tout cas, c'est ce que je mise. Donc, le fait qu'on ait un float assez faible sur ces cryptos-là me dérange pas, même si le supply montée circulation. Alors, supply en circulation, il me semble que tu peux le voir directement sur CoinMarketCap. Pour voir le unlocking, du coup, c'est quoi? C'est le tokenomic de Arbitrum, je ne sais pas. J'avoue. Mais typiquement, le circulation supply, c'est 1,2, alors qu'il y en a 10, quoi. Donc, typiquement, on se dit dans les 5-10 prochaines années, ce supply-là ne va faire qu'augmenter. Qui est possible en soi, je ne connais pas du tout. Vous pouvez me link, hein, n'hésite pas à me link Aventis, c'est le site. Ah, parfait, tu gères. T'as pas une petite charte là qui montre. Ouais, bon, je ne peux pas la voir, mais en soi, on le voit derrière eux. C'est forcément une accélération du supply qui va être libérée. Euh, Dans 22 jours, on a, où tu me dis, upcoming, on a 1,1. Donc on a du coup le supply qui va être doublé dans 22 jours. Donc forcément, aucun doute que bah, ça va faire une pression à court terme. Ça va faire beaucoup à digérer. Donc après, forcément, tout le monde ne va pas le vendre, forcément. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas impacter le prix. Et le moment où la narrative, donc en fait, typiquement, on a un peu en avance dans la narrative, hein, parce que je rappelle la narrative Arbitrome, ça va être tout ce qui est ETF pour ETH, qui risque de pas énormément discuté et potentiellement passé au cours de l'année, mais aussi de la mise à jour ETH qui augmente la capacité des Layer 2 à justement à faire des transactions. Donc pour moi, il y a deux grosses narratives qui font que pour moi, il y a totalement possibilité justement de mettre une pièce dessus et de jouer quoi. Typiquement, ça restera pour moi des coins qui vont surperformer le TH sur un terme. Donc je mets une pièce, pas une aussi grosse pièce que je peux mettre sur ETH bien sûr, mais j'en mets quand même une. Donc voilà, c'est comme ça que je le joue, c'est comme ça que je le vois. Mais forcément, il faut aussi se faire gaffe à court terme, quand on rentre sur une crypto, si tu as un unlocking double supply, ça peut impacter fortement la crypto, hein. Ça, je pense qu'on le connaît au fur et à mesure. Donc voilà un peu sur la partie crypto. Donc on avait dit 2,1, 2,1 pour le total, total 2. On commence à arriver justement sur une zone qu'on avait surveillée, hein, les 981 trillions. Donc c'est sûr qu'on va arriver sur des zones où on aura forcément un range qui va se former et à une décision. Est-ce qu'on se fait un pullback pour, on va dire, respirer un peu, ou le momentum est haussier et on continue de monter, hein. Je veux dire, on peut continuer de monter sans faire des pullbacks, hein. Je veux dire, on le voit bien à Wall Street. Quand la narrative est là et que les chiffres sont là, on continue de monter. Et on va pas se mentir, sur les cryptos, on reste quand même en retard par rapport à Wall Street. Après, forcément, les cryptos, c'était différent. On avait complètement une bulle à l'époque. Donc, on peut pas dire qu'on devrait rattraper directement le top de la bulle, mais forcément un peu plus de temps. Surtout après une destruction de valeur aussi forte, les investisseurs sont beaucoup moins chauds, on va dire, retourner dans le casino. Si je peux appeler un peu les cryptos de.
comme ça. Mais voilà. Donc ça prend du temps, donc c'est normal, on va dire qu'on ne capte pas rapidement sur les ATH, hein. Je pense qu'on prendra notre temps. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'à chaque résistance, il faut vendre, faut se mettre à shorter. On peut se mettre à shorter à court terme si on veut sécuriser, dire une partie du bag pour pouvoir dormir. Je préfère quand même toujours prôner, à la limite, une prise de profit partielle de shorter la moindre résistance. Parce que le problème de shorter une moindre résistance, c'est que vous allez vous mettre être un peu trop chaud dessus et les stop loss sont assez difficiles à mettre. Parce que quand on voit comment on chasse, on regarde le total, quand on voyait, non, c'est plutôt le BTC. Dire c'est extrêmement difficile d'avoir une structure propre à short, hein. Et qu'il y a des mèches pareilles, on se fait piéger en haut, on se fait piéger en bas. C'est extrêmement dur de naviguer. Donc je suis toujours à pousser les gens à prendre des prises de profit qu'à se mettre toujours à hedger leur bag avec du short, quoi. Donc on va tomber dans la spirale de vouloir toujours hedge. Je le sens mal et je vais mettre un short là, sous cette résistance-là. Alors qu'en fait, il n'y a pas forcément de résistance. Donc voilà un peu pour cette question-là. C'est un peu faible aussi en ce moment. Comme je dis, Avax, on va dire, pour moi, la structure était, on va dire, ça reste normal qu'elle soit faible. Après, justement, une accélération aussi fortement haussière. Donc, je le vois forcément potentiellement refaire un point bas ici. Et là, la question, c'est est-ce qu'on relance et on maintient des plus bas de plus en plus haut? Pardon. Soit on va rechercher les valeurs autour de 24-20 pour justement, on respire fortement pour relancer un cycle haussier. C'est un peu mes deux stratégies pour le moment. Donc, on va dire à court terme, je monitor surtout. Donc, toujours pareil, hein. Ce qui va être autour sur la Golden Zone et autour de la Golden Zone, hein. Donc, ici, ça va m'intéresser fortement. On peut voir d'un autre côté, par contre, à l'heure actuelle, on a réagi, on a rebondi justement sur ce POC de volume, hein, qu'on fait dans le range. On a un range ici, hop. Si on a un point haut dans un range ici et un point bas ici, bon, voilà, on a pas mal de volume ici qui s'est mis. On est dessus. À voir. Potentiellement, on peut relancer directement ici. Dans ces cas-là, j'aurais pas forcément mon renfort que j'aurais souhaité. Pour autant, je préfère la jouer safe pour l'instant dans tout ce qui est alt. Je préfère jouer safe avec un stop le plus proche possible, hein. Un stop potentiellement qui sera là, autour des 27. Donc à voir. C'est toujours des renforts. Faut pas non plus renforcer la moindre chose dès qu'on a des bons rebonds. Parce qu'on peut forcément se faire facilement piéger. Surtout que en fait, je préfère renforcer quand on est sur des zones support, sur les totales, sur les indices. À l'heure actuelle, on n'est absolument pas sur les niveaux, on n'est absolument pas sur les supports, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, plus près des résistances que des supports. Donc, je suis plus à regarder pour vendre ou récupérer des profits dans certaines cryptos et que réinjecter directement dans d'autres. Donc, voilà un peu cette discussion-là. Je ne sais pas si vous avez des questions du côté crypto. N'hésitez pas. Je regarde des autres choses en attendant. ENS, pareil, je sais pas s'il y a des unlocking. Alors, je sais pas si ton site. Ton site est bien, il fait un peu tout. Euh. Voilà, typiquement, eux, ils ont 63% unlock. D'ailleurs, Arbitrum, ils avaient combien? Ok, ils avaient que 15%. Et pourquoi c'est en gris comme ça? C'est des locks. Ah, ça, c'est vraiment locked. Ok. Ça, justement, ouvert. Et ça, c'est vraiment locked. Ok. ENS, soit supply est déjà à peu près entièrement ici. Pareil, c'est une crypto pour l'instant qui a pas mal rebondi parce que avec la thématique ETH. Pour l'instant, j'aimerais en tout cas voir les clôtures monthly au-dessus du dernier niveau, hein, qui était autour des 20. Pour l'instant, c'est un peu fébrile. Il fait des bons volumes sur le rebond. Patience. Patience. De toute façon, pour moi, tout ça, ce sera des cryptos, des plays qui vont vraiment se dérouler une fois que les narratifs vont accélérer. Donc, une fois qu'on arrivera on va se rapprocher des deadlines, mise à jour ETH, que les gens vont vraiment voir, ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ok, il faut que j'en achète, etc. On aura vraiment une dynamique haussière de ce côté-là. Pour l'instant, donc pour moi, tout ce qui est deep sur ces cryptos-là sont achetés. Pour autant, il faut les acheter sur des pullbacks, quoi. Faut pas s'amuser à renforcer sur des ATH locales. Triple top ETH. Ouais, après, ETH, je vois qu'on peut vous amuser. C'est compliqué, quoi. Comme je dis, ça peut être. Je pense que la liquidité n'est pas non plus folle.
Mais en tout cas, de ma part, je ne mettrai pas les doigts dedans. Mais après, je comprends totalement que les gens souhaitent trouver un setup et s'y cantonnent. En soi, j'ai aucun problème avec ça tant que le risque est maîtrisé. Comme d'hab. On fait S3. Ouais, ouais, bah, c'est comme je dis, à court terme en ce moment, c'est quand même extrêmement. Enfin, on a des pics, quoi. Enfin, vous voyez, hein, c'est violent, hein. On a des swings de quoi, 4-5%. C'est rapide. Ouais, on fait 3, après on monte à 4, 5, après on refait -5. Ah oui, 33, 3033. J'ai fait sweep sur la mèche. En tout cas sur Binance, effectivement. Mais voilà, après c'est totalement le jeu, hein. C'est normal. Solana, c'est pareil, hein. Solana et ETH sont à peu près dans le même. ETH. Solana et AVAX sont à peu près dans le même setup. Gros run-up. A tapé sa résistance qu'on avait autour des 123. Pourtant, c'est wait and see. On a un beau niveau de volume à l'heure actuelle dans le milieu de range, hein. Donc à 97, donc c'est totalement une zone qu'on peut imaginer va fonctionner. En tout cas, potentiellement un rebond à court terme. Je le mets ici. La quick on volume. Ouais, c'est ça. On a un gros niveau de volume ici. Euh, Hop. Donc ça peut totalement faire effet à court terme. Moi, typiquement, je l'attendrai un peu plus bas. Euh, Potentiellement 87 va m'intéresser pour Solana. Je vais même me mettre une alerte. Que j'oublie pas. Solana, c'est vrai que je ne le regarde pas souvent. Hop. Euh, Et voilà. Et après, en dessous, ça va être ouais, autour des 60. Ce qu'on vient de nous donner. Et pour l'instant, absolument pas. Donc voilà. C'est à peu près les plans qu'on a pour les cryptos. En soi, c'est wait and see. On arrive assez proche des résistances. Donc c'est normal qu'on se stabilise un peu. Après, Wall Street peut nous donner le pouce dont on a besoin pour justement tracer directement dedans, hein, et aller chercher les prochains niveaux. Donc, comme je le rappelle, en soi, les prochains niveaux, ça va être BTC 57K, ETH, ça va être les 3500. Donc, c'est le prochain niveau que moi je m'attends. Je l'espère en tout cas avec un dominance BTC, une dominance ETH BTC qui ne chute pas trop. Donc, il va falloir que je son grind down à 0,45 voire 0,33. Là que je vais distiller mes derniers BTC pour l'ETH. Et ce sera Tennessee, hein, typiquement. En fait, ce que je n'aime pas, c'est que quand quelque chose fait là une machine baissière et que je suis incapable de renforcer justement sur les zones en dessous. À l'heure actuelle, j'ai encore du BTC pour justement forcer ce place là. Alors, je reprends un coup d'eau. On est quand même à une petite heure de live. Euh, mais un peu pour les plans. Donc, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Sinon, bah, on va s'arrêter là. Je couperai pour la partie YouTube, on pourra discuter vite fait si d'autres sujets viennent. C'est pour éviter aussi de faire un live trop long pour YouTube, hein. Ça sert à rien de mettre des choses forcément du blabla pour rien. Donc je vois pas forcément de questions, donc je vais couper la partie YouTube. Et pour tous ceux qui m'écoutent sur YouTube, n'hésitez pas à passer et à venir directement poser vos questions sur le Discord. Et sinon, on se retrouve pour le prochain brief qui sera du coup lundi prochain. Tchuss!